Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Ça, poulet! 109.1 Sport des Sous. Ici Charles Tibert qui vous dit... De retour au World Mime Fight. Yes, fils de chien! Yes, de chien! Ok, fini là! Match nul! What's up les nuls et bienvenue au Match Nul, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. C'est le mois de mars, nous sommes enfin rendus à la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey et pour s'assurer que vous ne manquiez aucune transaction, rumeur ou niaiserie de Renaud Lavoie, on va interrompre l'émission dès qu'on va avoir une quelconque forme d'information à vous offrir. Et on va l'interrompre l'émission avec une alerte de la sorte. Alerte rumeur. Selon nos sources béton, RDS serait en onde à 5h du matin pour nous dire à quel point il n'y a pas d'échange et que la première transaction arrivera vers 11h. Du côté de TVA Sport, c'est la même chose, mais en moins bon. Voilà, vous serez toujours informé, même si vous écoutez l'épisode passé la date limite. Mais on va quand même avoir du contenu pertinent pour vous, chers nuls. Après tout, c'est Match Nul. On va parler aujourd'hui d'un des éléments les plus communs entre les sports. Non, c'est pas les performances physiques ni le dopage, mais plutôt des arbitres. Oui, ces fameuses personnes zébrées qui soulèvent souvent l'ire des partisans pour leurs décisions ou encore leurs non-décisions. On a déjà abordé le sujet lors de l'épisode 5 de Match Nul, fait que ça fait vraiment un bout qu'on laisse les arbitres tranquilles, ils sont dus. Et on va justement ressortir une vieille chronique récurrente qui ne l'est pas vraiment, pour ou contre décaisser pourquoi les arbitres. Je vous rappelle le concept rapidement. Je vous donne 5 énoncés répondant à notre chronique, pour ou contre décaisser pourquoi les arbitres, et on va vous donner le pour et le contre pour chacun des énoncés. Comme ça, il n'y a pas de débat parce que on le fait pour vous. C'est-tu clair? Wow! En gros, on va régler le cas des arbitres. Et on commence tout de suite avec notre premier énoncé, ou première plainte selon certains. La première, c'est-à-dire la reprise vidéo aide le travail des arbitres. Bon. Ceux qui sont pour diront, ben c'est sûr que ça aide le travail des arbitres, hein? Ça permet de revenir en arrière et de juger correctement une situation. Tu sais, faut vraiment punir le joueur qui retient pendant 0.02 secondes l'adversaire lorsqu'on regarde au super ralenti. Qu'est-ce que feraient les arbitres sans reprise vidéo? Assumer leurs décisions? Voyons, ils sont pas payés pour ça, voyons. Ceux qui seraient contre l'affirmation diraient « Hey, même avec la reprise vidéo, ils prennent pas de bonnes décisions. » Et à un moment donné, à force de tout le temps vouloir revoir les moindres actions incertaines en reprise, le rythme du match en prend pour son rhume. Sauf pour le football américain, hein, les publicités à plus finir s'occupent de ça. Fait qu'on revienne avant l'époque des réseaux sociaux où on fait des montages photos pour chialer contre les arbitres, avant l'apparition des replays, avant la diffusion de télévisuel du sport. Tu sais, la reprise vidéo est un épée de Damoclès sur la tête des arbitres qui fait juste leur ajouter un stress supplémentaire à chaque décision. Et la santé mentale, c'est bien plus important dans notre décennie que de savoir si le gars était hors-jeu ou non. Hein? Bref, belle cause pour la cause. Deuxième affirmation, les arbitres ont trop d'incidence sur le match. Ceux qui sont pour cette affirmation diront un sifflet par-ci, un sifflet par-là, arbitre dans le chemin, arbitre qui sort des règles obscures, arbitre qui punit la réplique, arbitre qui fait rien, arbitre qui fait juste exister. Bref, ils ont beaucoup trop d'influence sur le match, tellement qu'on les voit plus souvent à l'écran que les entraîneurs des équipes. Ça n'a pas de sens, hein? Tu sais, le sport, là, c'est pas un show judiciaire, là. Tu sais, quand ils pensent, même l'émission Potch d'Anne-France Goldwater s'appelait l'arbitre. Ça montre à quel point un arbitre, ça n'a pas sa place dans un sport. Et ceux qui sont contre diraient l'affirmation que les arbitres ont trop d'incidence sur le match, ils diraient, ben c'est sûr qu'ils ont une grande incidence sur le match, mais trop, pas vraiment. Ils font partie du sport quand même. Si vous trouvez les matchs de baseball longs, imaginez sans arbitre. Hein? Sans eux, on serait encore en attente pour savoir si le premier lancer d'une partie de baseball est une prise ou une balle. Il y a des règles à suivre et si personne n'est là pour les faire appliquer aux joueurs, ça serait l'anarchie. Hein? On passerait d'un restaurant chic à un buffet. Ça deviendrait des sports de cours d'école et on sait toujours que ça finit par quelqu'un qui va chialer à la surveillance parce qu'il s'est fait mal, puis le sport, après ça, on peut plus le faire. Est-ce que ça vous tente, ça? Non. Troisième affirmation, les décisions arbitrales sont irréfutables.
Mon Dieu, hein? Une grosse phrase. Ceux qui sont pour diront, bon, un coup que l'arbitre siffle, le jeu s'arrête. On peut pas vraiment retourner en arrière. Donc, ça sert-tu vraiment à de quoi de chialer contre une décision qui, anyway, même si elle était pas bonne, on peut pas ramener le jeu au même moment. Puis en plus, ça les fâche, et ils sont plus sévères avec toi, et toi tu te fâches plus, et voilà, tu es expulsé du match. La colère mène juste au côté sombre de la force arbitrale. Fait que, sauvez-vous du temps de jeu, et arrêtez de chialer sur les décisions arbitrales. It is what it is. Et ceux qui sont contre diront la réponse gentille, les arbitres sont des humains, ils peuvent se tromper. Ou le sont-ils vraiment, hein? Hashtag les arbitres sont des extraterrestres. Mais si on veut une réponse un peu moins gentille, fuck off que les décisions des arbitres sont irréfutables. On l'a vu encore une fois avec le convoi de la liberté. Quand on chiale intensément sur quelque chose, au final, tu finis par gagner ton point, même si tu mets en crise l'autre partie. Alerte rumeur. Les Blues de Saint-Louis, les Flames de Calgary, les Maple Leafs de Toronto, les Kings de Los Angeles, les Panthers de la Floride, les Rangers de New York, les Blues de Boston, ainsi que 4 autres équipes dont on ne connaît pas l'identité, seraient dans la course pour acquérir Ben Sherratt, selon l'insider de Renaud Lavoie. Mais selon nous, Renaud devrait quand même se tromper et Sherratt va aboutir dans une autre équipe. Hey, des arbitres, c'est humain, ça peut se tromper. Et c'est ton devoir de joueur de leur rappeler qu'ils sont pas capables de prendre des bonnes décisions et qu'ils sont pourris. Quatrième énoncé, les arbitres sont des êtres impartiaux. Ceux qui sont pour cette affirmation diront: premièrement, les arbitres sont comme la troisième équipe sur le terrain, en charge de l'application des règles du jeu. Fait que s'ils ont à être partials dans la vie, c'est pour le beau livre des règlements. Que j'en voie un dire que les arbitres sont pas impartiaux. Si tu décides d'être un arbitre dans la vie, c'est que t'as pas d'émotion et d'attachement au sport. Bon, ok, non, peut-être que t'aimes un peu le sport, mais que t'étais juste pas assez bon, donc tu te venges sur les autres en étant sévère. Mais de manière quand même équitable entre les deux équipes. Ceux qui sont contre diront: hein? Ben voyons, par où commencer? Avez-vous déjà vu un match de soccer? Yo, le mec est tout seul sur le terrain et s'il trouve qu'une équipe le fait chier, il est plus sévère avec eux et laisse passer des trucs de l'autre côté. En plus, mettons que c'est un latino qui arbitre, je sais pas moi, le match de la finale de la Ligue des Champions entre l'Impact de Montréal et le Club América du Mexique. Mettons que magiquement, toutes les décisions serrées vont du côté mexicain. Coïncidence? J'en doute fort. L'arbitre est très partial. Chaque décision qu'il prend ou qu'il décide de ne pas prendre va du côté d'une équipe ou de l'autre. Tu sais, la dernière run des Canadiens jusqu'en finale de la Coupe, si les arbitres avaient vraiment suivi le livre des règlements, Shea Weber aurait passé plus de temps sur le banc de pénalité que sur la glace avec tous ces cross-checks pas très legit. Si les arbitres étaient vraiment impartiaux, est-ce que les joueurs de soccer perdraient autant leur temps à faire semblant d'être victimes du pire coup vicieux de l'histoire simplement pour attirer l'attention de l'arbitre? Hein? Pensez-y. Et cinquième et dernier énoncé, les arbitres peuvent être facilement corrompus. Ceux qui diront pour, ben vous diront, on en parlait justement au dernier point. Un arbitre tout seul au soccer a un coup sifflet d'arrêter le jeu, que ce soit justifié ou non. Mettons que c'est facile de payer notre aide zébré pour qu'il ferme les yeux sur le club de foot italien préféré du mafieux Don Plancaccio. C'est tellement facile d'influencer un arbitre avec de l'argent, car un humain sain d'esprit ne choisirait pas comme profession d'être gueulé dessus, d'être rué et d'être jugé à chaque décision. Donc, il va accepter le peu d'amour qu'il peut recevoir avec une belle commandite dans une enveloppe brune. En fait, la vraie question, c'est vraiment pourquoi quelqu'un décide d'être un arbitre. Et ceux qui sont contre diront: ben non, ils représentent la loi du sport, hein? Ils sont les gardiens de l'intégrité du sport, les arbitres. Tu sais, avez-vous déjà vu des politiciens se faire corrompre? Okay. Je veux dire, est-ce que vous avez déjà vu des juges se faire corrompre? Okay. Bon. OK, oubliez ça. Ce que je veux dire, c'est que moralement, c'est pas bien, donc ils ne le feront pas, hein? Right? Et voilà, c'est ce qui conclut le débat sur les arbitres, et j'en vois pas un chialer sur les arbitres à cette heure, hein? Sauf s'ils le méritent, bien sûr, vraiment, hein? Gang de décideurs de basse-cour. Bon, passons maintenant au patinage de vitesse. Les Coyotes de l'Arizona dans un aréna de 5000 places. Ben oui, toi. En fait, c'est pas 5000 places parce qu'une fois ça va être aux normes de la LNH, ça va être 3600 places. Ça n'a pas de sens. La plupart des équipes de juniors canadiens ont des plus gros arénas que ça. Tu t'imagines ça? Les Screaming Eagles du Cap Breton, ils ont plus de place que les Coyotes de l'Arizona. Ça n'a aucun sens. Puis c'est pas les seuls qui vont chialer. Les comités de gouverneurs commencent à chialer, puis ils vont peut-être penser à l'écarter du partage de revenus parce qu'on s'entend qu'ils veulent construire un stade avec ça. Puis pour plus tard, puis s'ils n'ont pas l'argent ça, il n'y aura même pas d'argent. Puis ça se peut même que l'équipe soit mise aux enchères si ça foire. Bref,
Tout pour éviter la solution simple de les envoyer à Québec. Les médias québécois parlent pas vraiment du club de foot de Montréal, donc nous aussi on va en parler un petit peu parce qu'on voudrait vraiment prendre le temps de parler d'eux vu que les médias prennent pas vraiment le temps de parler d'eux. Donc, ça serait qui le prochain président du club? Donc nous, ce qu'on a cru comprendre, c'est que... Ta gueule! On va faire une petite pause et au retour, on vous annonce quelque chose de nouveau. Ben oui, toi, quelque chose de nouveau. On n'est pas habitué à ça à match nul, mais voilà, une petite affaire, une nouveauté. Vous allez voir ça. Mais pour l'instant, la pause. Ce soir, à la guerre des enchères, c'est la date limite des transactions pour nos directeurs généraux et ils visitent la vente d'entrepôt des Flyers de Philadelphie. Dans ce lot, j'espère pouvoir trouver un joueur de location pour aider notre équipe. Et on commence avec un gardien terminant son contrat qui a connu une seule bonne saison il y a 4 ans. Pourra-t-il se relancer avec votre équipe? À vous de miser. Un choix de 2. Oh, on a un choix de 2, qui dit mieux? Un choix de 2 puis un espoir. Et un choix de 2 avec un espoir, est-ce qu'on peut renchérir? Choix de 2 avec... voyons, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça n'a pas de sens. J'ai acquis ce lot contenant Tanner Lasinski, ainsi que des considérations futures. C'est bien important de fouiller l'entrepôt au complet dans ces moments-là. Hey Jimmy, viens voir, il y a quelque chose derrière l'armoire. Oh tabarnak, encore un jackstrap plein de marde. Alors j'ai été chercher ce jeune joueur obscur jouant au Liechtenstein et son entraîneur m'a dit qu'il a beaucoup le potentiel d'être le prochain Connor McDavid. Donc je vais aller chez mon bon ami Al Santilli pour qu'il puisse l'évaluer. Je veux pas me vanter, mais je pense que j'ai fait un pas pire vol. T'as donné 2 choix de première, un de 2, ton premier gardien, ton meilleur attaquant pour cette merde-là? Mon gars, il joue en 3e division en Italie. Peut-être, mais il a le potentiel. La guerre des enchères, ce soir, à la télé des sports. La télé des sports, la télé des sports. Présenté par Mise au jeu, expert en paris sportifs qui vous force à mettre votre argent dans des équipes pas bonnes. Alerte rumeur. Selon les informations rapportées à Match Nul, les Coyotes de l'Arizona auraient déjà trouvé 4 partisans pour leur nouvelle aréna de 5000 places. On a communiqué avec ce groupe et ils nous ont dit qu'ils étaient très excités de l'opportunité, eux qui salivent à l'idée de voir des coyotes sauvages observables en captivité. On n'a pas osé leur dire la vérité. Oui, de retour, hein, encore ces affaires-là. Donc, maintenant, il y a quelqu'un qui va être là avec moi et ça fait un bout qu'on n'a pas entendu parler parce que... Tu sais, on s'entend que ça fait un bout, c'est moi qui parle de ça. Puis ça lui tentait pas vraiment d'être là à faire des petits gna puis faire des voix spéciales. C'est pas son genre de truc. Lui, c'est plus un gars de sport. Donc, David, rebonjour! Hey! Comment ça va? Ça va bien et re-bienvenue à Match Nul, au Match Nul. Mais en fait, t'es là pour une raison spécifique. Hein? T'es pas là pour venir me parler de, je sais pas moi, de qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde, parce que c'est pas vraiment ça. Non. Exactement. C'est parce que nous, on reste dans notre petit monde bizarre, roïde. Dans notre monde de licorne. Exactement, à côté de la plaque, parce qu'on parle du Canadien, mais pas vraiment du Canadien. Mais en tout cas, bref, mon cher, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Avant, je viens faire la promotion de notre nouvelle émission qui va s'appeler Formule Nulle. Oh, Formule Nulle! Et je suppose qu'on va parler de différents types de formules magiques pour... non? Non. Okay. Malheureusement, on va se focaliser sur la Formule 1 cette année. Fait que notre première émission spécifique sur un sport spécifique? Ouais. Nice! Enfin. Ah, ben enfin, ben oui, hein, c'est ça. Tout le monde pensait qu'on ferait ça sur le Canadien. Ouais. Et non. Non, moi, sincèrement, j'aurais mis mes trucs sur genre soit le polo, les sports de billes, nous connaissant. Mais non, ça sera la Formule 1. Ou les Nordiques. Ça aurait pu être les Nordiques aussi. Et oui, mais à un moment donné, c'est parce qu'après 2 épisodes... on n'aurait plus grand-chose à dire. T'as fait le tour de dire qu'ils sont plus là, à un moment donné. Là. C'est pour ça que je la garde dans le Nordique en moins d'1 minute dans notre segment de trucs. Donc, ben, de quoi qu'on va parler dans Formule Nulle, David? On va principalement se focusser sur les Grands Prix. Donc, on va en faire une émission après chaque Grand Prix pour parler de ce qui s'est passé pendant le Grand Prix, parler de l'actualité Formule 1 et peut-être avoir quelques petits débats, on sait pas. Des petits débats, pourquoi? Parce que toi, tu prends pour Verstappen, c'est ça? Non, pas principalement. C'est pas mon pilote préféré. J'aime le pilote, mais c'est pas mon pilote préféré quand même. Parce que moi, j'avais pris le côté Hamilton l'an passé. Là, fait que tu vois, non. Moi, j'avais pris le côté Verstappen. Ben ouais, c'est ça. Mais on n'en parlera pas là parce que c'est pas des sujets pour match nul. C'est des sujets pour après. Formule Nulle. Formule Nulle, exactement. Hein. Quel nom d'ailleurs, hein? Quel nom. Et, original. Puis dans le fond, c'est que ça. On va préparer chaque Grand Prix. Fait que ça va sortir la semaine avant le Grand Prix. C'est ça? Oui, ben en fond, la semaine précédant un Grand Prix et suivant un Grand Prix précédant un autre.
Fait que suivant le Grand Prix ou précédent Grand Prix, c'est pas clair ton affaire. Dans l'entre-deux. Dans l'entre-deux, ok. Fait que si, mettons, il y a une Formule 1, on fait le brainstorm en direct. Il y a une Formule nulle, il y a la course qui est arrivée le samedi, le 14, puis là, on a une autre course samedi, le 14, mais de l'autre mois, ça va être entre les deux. Ah, ben ouais, on va essayer de faire ça. OK, ben pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. Puis on va aussi s'assurer que, tu sais, on reste quand même un peu dans l'esprit de match nul. Je vais vous faire découvrir un peu le pays, le circuit qu'on va aller à chaque fois, qu'on va aller découvrir. Comme ça, vous allez pouvoir apprendre de nouvelles choses, parce que c'est ça le principe un peu de la vie, apprendre des choses. Et aussi, je vais vous permettre, je ne te l'avais pas dit David, mais à la fin de chaque épisode, je vais vous réserver une petite surprise pour vous. C'est-à-dire pour faciliter votre curiosité de fan de course. Et aussi, il y a quelque chose qui revient. Ben oui, le pool des nuls, qui a été un immense succès la saison passée. Oui, on a notre gagnant qui s'appelait Mobro, je ne sais pas son vrai nom, mais il a gagné. Ben en fait, il a gagné ex aequo avec toi, mais comme c'est toi qui as gagné, mais on peut pas vraiment te donner le prix du gagnant. Non, c'est ça. Donc, mais c'est lui qui a gagné. Exactement. Donc, il a gagné un abonnement à F1 TV Pro, quelque chose du genre. Donc, d'ailleurs, il va falloir qu'on lui donne éventuellement. Effectivement. Donc, voilà. Et c'est pas compliqué le principe. Je te laisse l'expliquer. Dans le fond, c'est simple. La saison dernière, on a fait ça avec la Formule 1.5 vu que les deux plus grandes écuries étaient tout en avant. Donc, cette année, le principe revient à on sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, toutes les écuries vont être admissibles. Dans le fond, prévoir le podium, la pole position ainsi que l'écurie qui va avoir accumulé le plus de points au courant du week-end. Exactement. Ça donne des points. C'est pas compliqué, c'est 25 points première position, 18 points deuxième et 15 points pour la troisième. Si tu l'as dans le podium et pas à bonne place, c'est 5 points. Tu peux prédire aussi l'écurie gagnante de la fin de semaine, c'est 5 points. Et tu peux aussi prédire le gagnant de la pole position, c'est 5 points aussi. Aussi simple que ça. Pas plus compliqué que ça. Puis ça, qu'est-ce qui est le fun avec ce pool-là, c'est que tu peux embarquer quasiment 7 courses en retard puis quand même réussir à monter. Ah, Guillaume? Oui! Ben oui, ben moi, j'ai été la stratégie de toujours mettre Alonso premier, qui a été rentable une fois, mais... Une fois. Mais je l'ai eu. C'est une fois sur 21, je pense. C'est quand même pas super. Mais c'est ça, mais tu sais, au final, je pense que t'as fini à combien? À peu près 500 points, à peu près 600? 450 environ, je pense. 450, tu vois, c'est facile de remonter. Si t'es bon là, en Formule 1 et t'es capable de bien produire, c'est facile de remonter. Surtout qu'on suppose qu'on s'en va cette année. Ça peut aller de tous les bords. Oui, puis on se garde la petite discrétion de après 5 courses, si c'est tout le temps la même personne, ben on va peut-être la couper. Pas besoin de la garder. Mais on vous laisse pas encore. Exactement. Comme on pourra peut-être pas choisir Mazepin non plus, on le sait pas. Exactement. Qui oserait? En tout cas, bref. Merci David d'avoir été là. Ben, en même temps, je vais t'inviter à rester parce que, tu sais, je sais pas si t'as entendu parler de la rumeur de Louis-Jean qui avait découvert les 10 des 11 personnes qui avaient passé en entrevue. Ouais, j'en ai entendu parler. Écoute, on a trouvé la 11e personne, la cassette d'enregistrement. Et on va aller écouter ça. Bon, on est rendu où, là? Si je me fie à notre liste, Bob, on serait rendu à... ici l'entrevue pour le poste de DG des Monsieur, Canadiens? vous pouvez pas vraiment rentrer sur la page Ben Zoom? oui, je peux. Je suis le premier ministre du Québec. Ah, lui, c'est... Ben oui, c'est moi, François Legault en personne. Je suis là pour l'entrevue. Mais vous êtes pas trop occupé par la pandémie? Ouais, ma firme de sondage m'a dit que c'était plus winner qu'on m'associe au nom des Canadiens à des élections. Pourquoi il est là, lui? En tout cas, je suis pas mal content d'être là avec vous, la gang. Et juste l'autre jour, je patinais sur la glace du Centre Bell, puis là, me voilà devant vous, Jeff, Bob, puis l'autre que personne connaît. Ça me rend fier d'être québécois. C'est bien gentil de votre part, Monsieur Legault, mais on cherche pas vraiment quelqu'un... Hey, Mr. Molson, remember, think outside the box. Maybe we can try it. It's a good deal for you. Bon, OK. Monsieur Legault, quelles sont vos qualifications pour le poste de DG? Ben, je suis le Canadien sur Twitter. Et autre chose? Ah, vous voulez plus de détails? Mais quand j'ai fondé Transat, j'ai compris que c'était important de garder ses amis poches et ses ennemis dans ses poches. Ah, en tant que chef d'entreprise, comme moi, tu comprends ça, hein, Jeff? Oui, no, évidemment, I like my je Hicks comprends. Non, not you, il parle de moi. Monsieur Legault, Bob Gainé ici, si vous étiez le DG des Canadiennes, quel serait votre plan? Écoutez, je compte m'inspirer un peu de ce qu'on fait ailleurs. Si on regarde ce qui se passe en Ontario, là, faut qu'on s'inspire de l'Ontario. L'Ontario sont meilleurs que nous, faut qu'on soit meilleur que l'Ontario. Quand on regarde les sénateurs, les Maple Leafs, qu'est-ce qu'ils ont, eux, comme plan? Je ne sais pas. Ah, je pensais que vous le saviez. Bon, ça va changer un peu mon plan. Quel serait votre plan dans ce cas? Ben, on verra, là. Mais je vous promets qu'on va tout faire pour que les Québécois et Québécoises retrouvent une vie normale à la fin de
Mais là, vous avez pas l'air convaincu, là. Pas tellement. D'habitude, quand je dis ça, le monde est convaincu. Bon, Jeff Gordon aimerait vous poser quelques questions en anglais. Ah, attendez un peu, là. J'ai fait venir le traducteur de Radio-Canada pour qu'il puisse me traduire les questions, hein. Let's go, the gang. I'm ready to hear. OK, here we go. Je veux simplement demander à toi ton hockey connaissance. Sais-tu quoi que ce soit pour courir un hockey d'équipe? Bon, je suis content là, que vous me posiez cette question-là. Elle est difficile. J'ai créé un comité sur l'avenir du hockey avec des vedettes sportives. Puis si vous voyez le monde qui a été rassemblé, vous seriez pas mal impressionné. Hey, il y a même 2 descripteurs des Canadiens dans le comité. Si ça montre pas à quel point je peux monter une belle petite équipe qui fait notre fierté, des champions. D'accord. Le 4e membre du comité de sélection aurait une question pour vous. Hi, Mr. Legault. I'm the guy with no rapport in this committee. My question is why you want to work with the Montreal Canadiens when your government want to bring back the Quebec Nordique? Hey, le traducteur l'a pas traduit, lui. Désolé, j'étais trop occupé à pratiquer mes syllabes. Bon, j'ai entendu les mots canadiens et nordiques, là. Donc, je vais répondre que les Québécois et Québécoises sont tissés serrés. On est un peuple solidaire. Un vrai Québécois aime le hockey parce que sinon, ben, c'est pas vraiment des Québécois. En tout cas, selon ma charte des critères du bon Québécois. On aurait le temps pour une dernière question de Tommy Chouinard de la presse. Ouais, ça va être un petit latte française, 2 sucres. Monsieur Chouinard, êtes-vous là? Oh, excusez-moi, j'étais dans une commande à l'auto. Monsieur Legault, vous m'entendez bien? Oui, bien, tellement bien que j'aimerais ça plus vous entendre. Parfait. Donc, ma question est, j'ai discuté avec un recruteur amateur en Saskatchewan qui a dit que les Canadiens de Montréal n'auraient pas vu jouer un joueur de Midget 2B en juillet dernier. Pensez-vous que les lacunes... Machine à latter est malheureusement brisée. Voyons, petite madame, je suis en train de travailler, moi. OK, on va mettre fin à ça. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ces questions sont jamais vraiment pertinentes. En fait, je parlais de votre entrevue. Hey, pourrais pas vous dire qu'on ne sort pas des exclusivités quand même à match nul. Mais là, on est rendu, pour continuer notre thématique de hockey, nous sommes rendus à la division Atlantique dans notre fameux match nul NHL Real Ultimate Tier List Extreme Part 3. Donc voilà, on se rappelle le concept, hein? Je donne un fait divers, un fait inconnu sur chacune des équipes, et ensuite on va les classer dans nos tiers S, A, B, C, D, je l'ai eu cette fois-là, avec différents thèmes, mais je prendrai pas le temps de vous l'expliquer ici, parce que on va tout de suite aller avec notre première équipe. Boston. Et on commence notre tour de la division Atlantique avec les Bruins de Boston, le club préféré des haters des Canadiens. Les méchants Bruins avec leur uniforme noir et jaune. D'ailleurs, l'équipe tient un peu trop à cœur ses couleurs. 1980, les Penguins de Pittsburgh sont tannés de jouer avec le bleu poudre et ils veulent adopter les couleurs de la ville de Pittsburgh, comme leur équipe sœur, les Steelers et les Pirates, soit le noir et l'or. Mais les Bruins ne la trouvent pas drôle. Ils vont déposer une plainte officielle à la Ligue nationale citant que les couleurs noires et jaunes appartiennent à l'identité de l'équipe et qu'aucune autre franchise ne peut les utiliser. Évidemment, la Ligue leur a gentiment dit de mettre leur protège au fond de leur tanière rectale et les Pingouins ont pu jouer avec les mêmes couleurs que Boston. Ah, qu'ils sont haïssables les Bruins, d'où leur place dans le tier C. Ils sont gros, sont bons, sont méchants, et c'est surtout le fait de les voir malmener les Canadiens, dans le temps que je les appréciais, que la haine pour les Bruins est venue en moi. Tu sais, les voir plus réussir que l'équipe locale en blessant les joueurs, en plus ça montre que c'est des pas fins. Mais je dois l'avouer, ils ont le meilleur trio de la ligue avec Bergeron, Pasternak et Marchand, bravo, mais vous aurez pas de d'abo de ma part. Je les casse pas dans le tier D parce que c'est quand même une ville de hockey Boston, et for the record, je les déteste pas. Genre, le seul club que je déteste vraiment dans cette ligue-là joue devant personne en Arizona. Les Sabres de Buffalo. Ouais, c'est un nom weird pour une équipe de hockey. Mais c'est pas ça on va parler aujourd'hui, mais plutôt de repêchage. Nous sommes en 1974, lors de la 14e des 25 rondes du repêchage amateur. Ouais, c'est un peu là. Dans ce temps-là, on faisait le repêchage de manière secrète par téléphone à cause de la maudite Association mondiale de hockey. Donc, le directeur général des Sabres prend tout le monde par surprise et repêche le joueur de centre Taro Tsujimoto provenant des Katanas de Tokyo de la Ligue japonaise d'hockey sur glace. Wow! Belle trouvaille pour un repêchage où seulement 7 joueurs sur 247 ne proviennent pas de l'Amérique du Nord. Il y a juste un petit hic par contre. Taro Tsujimoto, il n'existe pas.
Ben oui, toi. Le DG des Sabres s'emmerdait durant le repêchage et a décidé de scraper l'un de ses choix pour faire une blague. Et la Ligue s'en est même pas rendu compte. Ils ont même inventé un nom d'équipe, les Katana de Tokyo. Hein? Katana, Sabres, on est drôle à Buffalo. Puis les Sabres ont même continué la joke en inscrivant son nom au camp d'entraînement. Mais la Ligue a finalement rendu le choix invalide. Hein? Bon, maudits ils ont pas le sens de l'humour, eux. En fait, non, ils ont le sens de l'humour parce qu'ils gardent une équipe en Arizona depuis beaucoup trop longtemps. Tu stupide. Je les aimais vraiment au tournant des années 2010, tu sais, dans le temps avec Brière, Pomainville, Ryan Miller, leur logo jaune weird qui a l'air du toupet de Donald Trump, mais nope, Tier C. C'est vraiment devenu une équipe moribonde, sans identité, mais ça prend des équipes pas très bonnes, hein. En plus, c'est une équipe qui vit des partisans du sud de l'Ontario, faisant presque des Sabres une équipe canadienne. La preuve, ils ont les pires assistants cette année dû à la fermeture des frontières à cause de la pandémie. Alerte rumeur. Leur limite aurait été modifiée. Selon le très réputé insider de hockey François Legault, il semblerait qu'il y aurait une très grosse tempête de neige à Montréal lors de la journée fatidique de la Ligue, donc on reporterait la date limite de transaction au lendemain, en espérant que le reste des équipes de la Ligue nationale emboîteront le pas face à cette grande démonstration de leadership. Arrête, donne des ailes. On est rendu aux Red Wings de Détroit et on va jaser un peu de l'origine de leur nom parce qu'on va se le dire, c'est un peu random, les Red Wings. Pour ceux qui ont déjà lu la page Wikipédia de l'équipe, vous savez déjà que l'équipe a vu le jour sous le nom des Cougars, mais comme les partisans n'étaient pas capables de prononcer le nom comme il faut, ils ont changé pour les Falcons. Et puis arrive un nouveau propriétaire, James Norris, l'homme qui est devenu un trophée. Il trouve ça cave comme nom, les Falcons, il veut encore un nouveau nom. Et le petit coquin va s'inspirer d'un club junior de Montréal qui a le logo d'une roue avec des ailes, les Wing Wheeler. Hein? Ça rappelle quelque chose. Mais évidemment, comme nom, ça fait pas vraiment professionnel. Ils ont donc renommé l'équipe les Red Wings en s'assurant de faire un meilleur logo que les Wing Wheeler de Montréal. Donc voilà, il y a un peu du Québec dans les Red Wings de Détroit. Le mental. La dureté du mental. Ah, Détroit, la belle ville du siècle passé. C'est une équipe mythique qui a marqué mon enfance comme étant la meilleure franchise de la Ligue, surtout dans sa constance. Pavel Datsyuk la gagne, hein? Bon, l'équipe est un peu dans une petite passe vide ces dernières saisons, mais le futur sera prometteur, surtout avec un Steve Yzerman aux commandes. Mais pour l'instant, l'équipe reste au milieu dans le Tier B. Bon, les Panthers de la Floride. C'est quand même drôle de voir deux équipes de la Floride au sommet de la Ligue nationale en ce moment. Que j'en voie dire que le hockey n'est pas naturel en Floride. Les Snowbirds canadiens en manque de hockey vont voir l'équipe. Écoutez, en 2019, la moyenne d'assistance des Panthers était au 29e rang de la Ligue. Et cette année, avec la meilleure équipe de la Ligue, les Panthers se classent au 24e rang. Et le classement compte aussi les équipes canadiennes qui ont eu plusieurs matchs à huis clos là-dedans. Tout ça pour dire que l'équipe aurait pu être les Sabres de Florida Panthers, mais non, ils ont préféré être l'équipe de la Floride au complet. En tout cas, c'est dommage qu'il n'ait pas changé d'idée parce que là, on ne sait pas vraiment la précision vaguement précise pour savoir géographiquement où se trouve l'équipe. Ben oui, évidemment, Tier D pour les Panthers. Je viens d'en parler, t'as la meilleure équipe de la Ligue et personne ne va te voir pareil et tes seuls partisans, c'est du bon du Canada ou du nord des États-Unis qui fuient l'hiver qui vont voir tes parties. La preuve, les matchs avec le plus de grande assistance, c'est contre des équipes du nord. C'est même vide quand ils affrontent le Lightning ou les Hurricanes. Bon, les Hurricanes, c'est un mauvais exemple ou un bon pour illustrer que justement, personne ne suit l'équipe lorsqu'elle est sur la route. Bref, on a l'impression que les restrictions sanitaires les affectent beaucoup pour le niveau d'assistance. Donc, renommez ça les North Florida Panthers et faites-les jouer toujours à Québec. Comme ça, tout le monde est content, les gens du Québec ont leur équipe et Gary garde l'illusion d'avoir toujours entre les mains une équipe américaine. Esclave! Par les pouvoirs qui me sont conférés par César, le Sénat, le peuple romain et tout le tintouin, moi, sénateur Caius Appius Prospectus, hop, pif, je vous affranchis. Ok, c'était peut-être pas clair avec l'extrait sonore, mais on va parler des sénateurs d'Ottawa. Pas ceux qui vous connaissez, là, mais des OG qui sont apparus en 1893. Ben oui, toi, avant l'invention de l'avion, hein. L'affaire qu'il faut savoir, c'est qu'à la première saison de la Ligue nationale, les sénateurs d'Ottawa étaient l'équipe la plus glorieuse à se joindre à la Ligue. Tu sais, ils ont déjà remporté 7 Coupes Stanley. Donc, pourquoi sont-ils disparus si c'était la plus glorieuse? Deux raisons. La Grande Dépression suite au crash boursier,
et les Américains. Parce qu'on se rappelle, la Ligue a commencé avec 4 équipes canadiennes. Va falloir que je vous raconte mieux ça à un moment donné. Des équipes qui se sont rajoutées à New York, Boston, Chicago, Détroit, Pittsburgh, Philadelphie. Bref, ça commence à coûter cher les déplacements. Puis il faut croire que c'est dans l'ADN de l'équipe d'être cheap. Et de plus, les fans ne sont pas tant intéressés à voir des équipes venant de Boston ou de Détroit, donc ils viennent pas au match. Ça doit être ça qui se passe en Floride, finalement. Tout s'explique. Bref, les Sénateurs finissent par vendre tous leurs joueurs, dont le futur trophée King Clancy, vers Toronto. Ils vont même prendre une année sabbatique pour se ressourcer, telle une adolescente qui a vraiment besoin d'un break de sa vie compliquée après le secondaire. Au final, ils vont déménager à Saint-Louis pour y crever une bonne fois pour toutes. Le mental. La dureté du mental. Ouais, tier A pour les Sénateurs. Je sais pas trop pourquoi, mais je dois me justifier. Fait que c'est surtout leur finale contre les Ducks en 2007 que j'ai commencé à les apprécier et le beau club qu'ils avaient dans le prime d'Erik Karlsson avant qu'une défaite en deuxième période de prolongation d'un match 7 de la finale d'association amène le proprio à décider que c'est le temps d'une reconstruction et à échanger tous ses meilleurs joueurs. Il était juste cheap en fait. Oh, et je l'ai pas mis dans le tier D parce que le problème de l'équipe, c'est vraiment juste le propriétaire de merde. Les champions défendants, le Lightning de Tampa Bay. Et ce qui est fun dans leur histoire, c'est les premiers arénas dans lesquels ils ont joué. Le premier, le Florida State Fairground Expo Hall. Ouais, ils ont joué dans une grosse salle d'un palais des congrès où seulement 10 000 personnes pouvaient assister au match. C'est un peu weird, hein? C'est ça qui arrive quand tu mets une franchise dans un marché non traditionnel de hockey. Mais le Lightning est resté seulement une saison là-bas. L'équipe a ensuite déménagé au Thunderdome, soit le domicile des Rays de Tampa Bay. Ben oui, toi, ils ont joué 3 saisons dans un stade de baseball. Au moins, la capacité maximale était de 28 000 personnes. Bref, l'équipe a fini par déménager dans un aréna normal. Comme quoi que c'est toujours weird ce qui se passe avec les équipes dans le sud des États-Unis, je sais pas pourquoi. Ouais, du hockey comme dans le temps. Commets des choses. Ouais. Martin Saint-Louis, Vincent Lecavalier, Julien Brisebois, les Québécois de la Floride, on pourrait quasiment dire les Canadiens à cette heure, comment on peut pas les apprécier, hein? Tu sais, une équipe en Floride, c'est chill. 2, c'est de la gourmandise. Même si le système de développement torche tous ceux des autres équipes, Tampa Bay est une équipe qui domine saison après saison, et ça, moi, j'aime moins ça. Donc, tier B. Je suis un gars d'underdog, moi. Aujourd'hui, Toronto est comme une belle grosse adolescente, un peu boutonneuse, il est vrai, mais tout aussi puritaine. À un tel âge, il paraît que c'est une vertu. Tu sais, quand ton équipe n'a pas gagné de Coupe Stanley depuis la première expansion de la Ligue de 6 à 12 équipes, tu sais que tu es un fan des Maple Leafs. Et à être des perdants pendant aussi longtemps, on comprend que Toronto veulent tourner les coins ronds pour arriver plus rapidement à leur élimination en première ronde. On se retrouve donc à la veille de l'arrivée des 4 équipes de l'Association mondiale dans la Ligue nationale. Les Maple Leafs ont bien entamé leur tradition de perdants et le propriétaire des Leafs propose, en 1980, une petite manigance aux Oilers d'Edmonton, de s'échanger les villes. Oui, que les Oilers aillent jouer à Toronto et que les Maple Leafs aillent jouer à Edmonton. Puis ça, c'est juste rappeler que dans les joueurs d'Edmonton, il y a Wayne Gretzky. Hein? Le propriétaire des Leafs était même prêt à payer 50 millions de dollars en plus pour que ça se fasse, mais finalement, il a choqué, le gars d'Edmonton. C'est dommage pour Toronto, hein? Ils auraient pu voir leur équipe gagner 5 Coupes Stanley dans les 10 années suivantes cet échange saugrenu. Ouais, du hockey comme dans le temps. Commets des choses. Ouais. C'est une équipe que je suis la page sur Facebook, je ne sais plus pour quelle raison, probablement pour avoir un esprit de contradiction hipster datant du secondaire. J'aime bien l'équipe et leur uniforme, mais vu que je déteste le Toronto FC, je peux pas les mettre dans un tier plus haut que le B. Ah bon, il manque une équipe, là. Ici, au match nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Alerte rumeur. On nous dit que le Canadien serait dans la course pour aller chercher le franco-ontarien Claude Giroux. En effet, son agent aurait rapporté à notre directeur de marketing... Alerte rumeur. Claude Giroux est échangé à l'Avalanche du Colorado, mais on entend maintenant que le Canadien serait très près d'acquérir le défenseur John Klingberg. En retour, Montréal enverrait... Alerte rumeur. Bon, John Klingberg a été échangé aux Rangers de New York, mais le Canadien de Montréal est au plus fort de la course de tous les gros joueurs disponibles. Tain, comme ça on se trompe pas.
Match nul, la balado. Ben, ils vont aussi faire série. OK, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'intrants, ligue ouverte, ligue fermée, ligue orange, alouette. Non, pas d'alouette, ni de club de foot, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est là. Bon, autour des Canadiens. Bon, là, l'affaire, c'est que c'est le club qui est un peu ici. Fait que c'est pas mal le club que tout le monde connaît. Donc, comment trouver des faits inconnus? Hein? Je pourrais vous parler de la fameuse anecdote du trophée oublié, hein? Qu'on a oublié la Coupe Stanley sur le bord du chemin, out of nowhere, dans les années 60, 70 ou whatever. Mais vous la connaissez déjà, hein? Parce que j'ai dit que c'était la fameuse. Mais je peux vous dire que Hiroyuki Miwara est le premier vrai japonais à être repêché dans la Ligue nationale. Il a été repêché par les Canadiens de Montréal. Hein? Non, c'est pas les Sabres de Buffalo avec leur faux Taro Tujimoto là, qui fait ça. Je pourrais aussi vous parler du voleur de la Coupe Stanley, que c'est vraiment arrivé. Et Charles Divert, justement, en a parlé durant une de ses enquêtes. On va l'écouter voir ce qu'il a à nous dire. Parce que, oui, on dit pas juste des niaiseries durant le jeu truqué. 1961. Le Canadien de Montréal est en train de perdre sa série contre les Blackhawks de Chicago. Il faut savoir qu'à l'époque, l'équipe qui remportait la Coupe Stanley avait la chance de garder le dit trophée jusqu'à sa prochaine élimination. Ainsi, l'équipe allait perdre la Coupe pour la première fois en 5 ans. Au fait de cette situation, le partisan du Canadien, Ken Killander, voyant que la Coupe allait quitter Montréal, décidant de prendre les choses en main, il brisa la vitre du présentoir de la Coupe, la prit sur son épaule et se dirigea promptement vers la sortie. Par chance, des gardes réussirent à l'arrêter avant qu'il puisse compléter son méfait. En cours, M. Killander se défendra en disant qu'il voulait simplement rapporter la Coupe là où elle appartenait, à Montréal. Hey, wow, ça avec tous les effets sonores, tout le package. Ben ouais, voilà, on l'a déjà appris, mais ça peut-être vous l'aviez déjà écouté. Fait que je vais m'essayer avec un autre jeu truqué que vous n'avez pas regardé qui va vous expliquer c'était qui les fantômes du forum au final, hein? C'était qui? On va aller voir c'est qui, il va vous le dire c'est qui. Mais qui pourrait être ces 10 fantômes? Le professeur en sciences sportives à l'Université d'Ottawa, Paul Tandiniassi, nous montre quelques pistes. Plusieurs théories concernant l'identité de ces fantômes ont été recherchées au courant des dernières décennies. La plus populaire voulant que les fantômes des anciennes étoiles de l'équipe encourageaient les joueurs du Canadien lors de leurs matchs. Une autre théorie dit que le fantôme soit plutôt un partisan, ce que l'on pourrait traduire par une métaphore de la notion du 7e joueur représentant une foule en délire qui élève les performances des joueurs. Mais la théorie la plus plausible, disons, est que le fantôme du forum serait Howie Morantz, l'un des grands joueurs des Canadiens, où son esprit entrait le forum depuis que son cadavre fut exposé en 1937, peu après son décès. Mais tout cela ne reste que des histoires, parce que les fantômes n'existent pas. Bon, et voilà. Maintenant, vous savez un peu des affaires sur le Canadien. Mais la Star, dans quel tier les classer? Hein? Bon, je pourrais le mettre dans le tier S parce que c'est Montréal, puis on est à Montréal. Mais non, vous me connaissez, je suis pas partisan des Canadiens de Montréal. Donc, c'est sûr que je ne mets pas dans le S, puis ils méritent pas vraiment d'être dans le S, on s'entend non plus. À part leur bon karma, qui finit toujours par arranger leurs choses anyway. Je pourrais les mettre... Est-ce que je pourrais les mettre dans le A? Écoute, hein, quand t'as aimé une équipe qui t'a blessé en échangeant des joueurs que tu aimais, comme Yaroslav Halak et Piquet Subban, ben ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Et est-ce que les équipes A font ça? Peut-être, mais placer les Canadiens A en ce moment, je sais pas. Est-ce que ça pourrait être le tier B? La milieu peloton, hein? C'est pas dans les pires, c'est pas dans les plus bonnes. Peut-être, hein? Ça pourrait être un bon endroit. C, je sais pas, hein, ça serait les équipes de la Ligue nationale. Est-ce que ça va vraiment là? Comme le Canadien, je suis quand même obligé de les suivre vu que on s'entend, ils sont un peu partout. Fait que si j'aime le sport, j'ai pas le choix de suivre les Canadiens. Donc, je peux pas vraiment les passer dans le tier C. Et le tier D, bon, hein, est-ce que je peux vraiment l'expliquer? Est-ce que les Canadiens ont vraiment des chances de devenir des Nordiques de Québec? Bon, qui ont probablement peut-être plus de chances que les Nordiques de revenir, peut-être. En tout cas, donc, au final, je pense que je vais les classer Tier B. Pourquoi? Et c'est pas mal le seul hockey qu'on peut regarder vraiment intéressant. C'est juste ça qui parle à la radio, donc on n'a pas le choix vraiment de les suivre, mais ils sont quand même intéressants. Donc voilà, Tier B, Canadien de Montréal.
Québec là-dedans. Ça fait 5 minutes que tu parles, tu me laisses pas parler. Il serait temps qu'on parle d'eux un peu. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, OK. Les Nordiques, en moins une minute. Ouais, moi aussi je vais classer les Nordiques. Je vais les classer dans le Tier D. Ouais, parce que les Nordiques ne devraient pas être autre chose que les Nordiques. Can't wait, ça je vous l'ai dit. Puis, je vous avais entendu petit rumeur tantôt, là. Peut-être ça s'en vient. Peut-être, je vous le dis, là. Alerte rumeur. Le corps arrière Aaron Rodgers serait sur le chemin de Denver. Attends un peu, c'est pas le bon sport, ça. On en a parlé au début de l'émission, les arbitres, c'est vraiment des bébites étranges. Mais j'ai lu sur Internet l'autre jour que les arbitres seraient en fait des extraterrestres. Ouais, j'ai entendu ça dans un podcast méconnu qui ose dire la vérité sur les mensonges. Comme que je veux combler du temps qui reste à l'émission, ben je vais vous le mettre, hein? Pourquoi pas, peut-être, vous allez en apprendre un peu plus, hein? Vous verrez que ça va changer votre vision sur les arbitres et peut-être vous donner envie de partir dans des trucs pour libérer le monde, hein? On va essayer d'être un podcast de même. Peut-être que plus de monde va nous écouter. En tout cas. Quel sport est arrangé? Combien de joueurs sont des extraterrestres? Quels arbitres sont corrompus? Qu'est-ce que vraiment un sport? C'est l'heure de dire la vérité sur les mensonges. Mystère, malédiction, complot, conspiration. Jeu truqué. Ici Charles Divers et bienvenue au Jeu truqué. Vous est-il déjà arrivé, lorsque vous pratiquiez ou regardiez un sport à la télévision, de trouver qu'une décision prise au courant de la joute ne fasse aucun sens? Que votre équipe ne cesse de prendre des pénalités alors que l'adversaire n'en reçoit aucune? Qu'une faute flagrante ne soit pas appelée? Ce son vous paraît-il familier? La chose émettant ce son est un arbitre. Le monde du sport en est d'ailleurs rempli. Ce reportage vous apportera des révélations troublantes derrière les arbitres qui changeront votre perception du monde. Mais pour bien révéler ces révélations, il nous faut d'abord les révéler. Peu de gens le savent, mais il existe un point commun entre chaque sport, la présence d'arbitres. Mais au fond, qu'est-ce qu'un arbitre en tant que tel? C'est tout simplement une personne chargée de la direction du déroulement de la joute sportive ainsi que du respect des règlements du dit sport. On peut en déduire alors qu'un arbitre peut avoir une certaine influence sur le résultat final d'un événement sportif. L'histoire du sport en déborde d'exemples. Décisions controversées, fautes non appelées, pénalités douteuses, expulsions injustifiées, aveuglement volontaire. Les actions des arbitres ont ainsi une incidence directe sur l'événement sportif. Un fan d'une équipe sportive, souhaitant conserver l'anonymat, nous raconte comment il a vécu une de ces décisions controversées. Quand je regardais la game, je m'attendais pas à ce que la game finisse de même, tu sais. Comment l'arbitre a pu voir qu'il y avait une interférence sur ce joueur-là? Il aurait dû y avoir une pénalité. Voyons, c'est clair et net, même la Ligue a avoué que c'était une erreur après. Tu sais, quand tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. C'est inhumain comme décision. Inhumain comme décision. Étrange choix de mots. Se pourrait-il que désigner, sur le coup de l'émotion, des arbitres comme étant inhumains recèle une portion de vérité? Se pourrait-il que les arbitres soient, en fait, des extraterrestres? Avancer un énoncé de la sorte peut en secouer plusieurs, mais une étrange découverte vient solliciter cette thèse. Jerry R. E. Mann est un astrophysicien attaché au projet d'écoute de l'espace à la recherche d'une intelligence extraterrestre. À l'aide d'un radiotélescope, il recherche dans le cosmos quelconque manifestation non naturelle qui pourrait prouver l'existence d'une forme de vie évoluée extraterrestre. Il travailla durant des années sans trouver rien, puis, le 15 août 1977, il capte ce stupéfiant signal sonore. L'astrophysicien nous décortique cette captation qu'il baptisa le signal wow. Ce signal radio est incroyable. C'est quelque chose d'unique. Une chose est sûre, c'est que ce son est définitivement artificiel. Provient-il d'une planète extraterrestre ou d'un vaisseau spatial? On ne le sait pas. Mais il y a quelque chose là-haut. Mais pourquoi alors les extraterrestres ne sont-ils pas déjà manifestés sur Terre?
Pour répondre à cette nouvelle question, l'astrologue Jean-Jacques Dieppe nous explique la théorie relative à la vie intelligente extraterrestre, soit l'hypothèse du zoo. L'hypothèse du zoo, élaborée par John Abal, veut que les extraterrestres observeraient la Terre et l'humanité sans essayer d'interagir avec elle à la façon de chercheurs qui observent des animaux primitifs à distance, évitant d'entrer en contact afin de ne pas les perturber. Ainsi, les civilisations extraterrestres, pour des raisons éthiques, scientifiques ou culturelles, attendraient que l'humanité soit prête avant de la contacter. Les extraterrestres auraient-ils choisi de se cacher en arbitre pour mieux nous observer? Après tout, le rôle d'un arbitre est de constamment surveiller l'action devant lui en restant neutre. Rappelez-vous du signal wow. Ne vous fait-il pas penser au son qu'émet un sifflet d'arbitre? Écoutez pour voir le son d'un sifflet. Et maintenant, le signal wow. Très similaire, n'est-ce pas? Et si les décisions controversées prises par des arbitres seraient des tests pour voir si l'humanité est prête à entrer en contact avec des civilisations extraterrestres avancées? À voir les réactions intenses des partisans devant ce genre de décision et qu'aucune civilisation extraterrestre est entrée en contact avec nous, on peut donc en conclure que nous échouons leurs tests à chaque fois que l'on s'emporte avec passion contre les arbitres. Peut-être que notre surréaction aux dites erreurs d'arbitrage empêche l'humanité d'évoluer à une nouvelle ère galactique. Nous avons donc le pouvoir de décider du sort de notre avenir. À nous de décider. La quête de vérité est un chemin ardu. Les faits peuvent ne pas être ce qu'ils laissent paraître et jusqu'au prochain mystère. Ici Charles Divers qui vous dit au prochain mystère. C'est déjà tout pour l'épisode 83 de Match Nul. Je vous invite à continuer d'écouter notre épisode jusqu'à la fin. Ça fait plaisir. Ça vous permet d'avoir tout notre contenu à jour. Bon, félicitations à vous. J'aimerais aussi remercier notre cher ami Francis Coury qui nous prêtait sa voix pour faire François Legault. Ben oui, c'était lui. Et aussi à David qui vient nous parler de la Formule Nulle qu'on lance cette année, ce mois-ci. Ça va être excellent. Donc, on se revoit le mois prochain pour un prochain épisode du Match Nul.